Merci Marie. Et merci aux Archives de Paris et au Comité d'histoire de la ville de me donner l'occasion de présenter ce travail sur la zone, donc à partir des photographies. Alors, je commencerai tout de suite, puisque j'ai discuté avec l'une des participantes avant d'entrer dans la pièce. Qu'est-ce que la zone ? Nous sommes sur la zone, déjà, sur ce qu'était la zone. La zone, vous voyez ici une carte de 1855. La zone, c'est une abréviation. À l'origine, le terme, c'est zone non aedificandi, c'est-à-dire zone non constructible. Et depuis 1840, Paris est encerclé par une fortification. Et au-delà de la fortification que vous voyez sur cette carte, il y a une bande de 250 mètres qui, théoriquement, mais je ne rentrerai pas dans les détails ce soir, mais c'est important, est inconstructible, tout simplement pour que la fortification ne soit pas fragilisée si jamais il y avait un assaut ou par divers types de constructions. Donc, dans les années 1925, vous voyez là, la zone correspond à la bande rose et violette. La violette a déjà été annexée à Paris et la rose doit l'être par des décrets qui vont intervenir à la fin des années 20. Donc, cette zone non constructible, c'est malgré tout, à partir du milieu du 19e siècle, construite et peuplée. Et c'est un espace urbain assez différent à la fois du centre de Paris et du Paris faubourien. C'est un espace urbain qui a perduré autour de Paris pendant près d'un siècle. Vivre dans la zone, et on évalue dans l'entre-deux-guerres entre 30 et 40 000 personnes qui vivent donc à cet endroit. Donc y vivre constitue une infraction, c'est une illégalité, prétendue illégalité, puisque l'État n'était pas tout à fait en règle avec les obligations qu'il aurait dû satisfaire pour rendre véritablement inconstructible cette zone. En tout cas, le fait que ce soit illégal a entaché la réputation de ses habitants, si bien que vous avez peut-être entendu, on l'utilise moins, mais quand on dit « c'est la zone », en général, c'est plutôt péjoratif. Et c'est de cet espace urbain dont je vais vous parler et que je vais vous montrer à travers des photos ce soir que provient cette expression. Alors, en 1919, donc, cette bande est annexée à la ville de Paris. C'est le dernier ultime agrandissement de la capitale. Mais ensuite, il y aura des décrets d'application, jusque 3 décrets en 25 et en 29 et 30 pour que cette annexion soit effective. Et donc, jusqu'en 19, les portions de zone appartiennent aux communes qui sont autour de Paris. Les Lilas, le Pré-Saint-Gervais, Vanves, Neuilly, Boulogne. Donc, c'est la zone 2 et le nom de la commune. Soit dit en passant, Paris a annexé sans vraiment consulter les communes. Les conseils municipaux n'étaient pas ravis. Les maires ont beaucoup résisté. Le Conseil général de la Seine aussi. Surtout sur les modalités et la manière dont ça s'est fait. Et on peut dire que l'annexion de la zone a été, je veux dire, un acte autoritaire et impérieux sur les communes périphériques. Et je pense que ça a peut-être contribué aussi à durcir l'opposition politique entre la capitale et ces communes périphériques. Alors, pendant l'entre-deux-guerres, on va avoir une bataille juridique, enfin à partir d'ailleurs de la fin du 19e siècle, puisqu'on décide donc de détruire la fortification, qui a montré qu'elle ne servait à rien pendant la guerre de 1870. On décide d'aménager les fortifications et d'y construire les habitations à bon marché. Si vous prenez le tram et que vous faites le tour de Paris, vous allez voir ces ensembles. Et puis, reste le problème de la zone, donc qu'il faut aménager, qu'il faut résorber, il faut faire disparaître les habitations. Tout ça a un coût absolument pharaonique et les zoniers vont résister. Donc là, je vous trace le contexte, les zoniers à la fois propriétaires et locataires. Par ailleurs, toute opération urbaine, et c'est vrai dès le 19e siècle, est accompagnée de photographies. Et c'est ce matériel que je vais exploiter ce soir. Alors, j'avais déjà utilisé
les photographies, des photographies donc provenant des services de la ville. Dans le livre que Marie-Agnès a cité, c'est le travail que j'ai fait sur le Marais. Et il y avait donc une formidable campagne de photographie sous Vichy, puisque c'est le moment où ce morceau du Marais auquel je me suis intéressée a été exproprié et expulsé. Et puis quand je suis allée au pavillon de l'Arsenal, où ces tirages photos, c'était donc des tirages papier, étaient conservés, j'avais découvert, à ma grande surprise, des photos ultérieures qui m'avaient permis quand même de à la fois comprendre, et ensuite j'ai exploité cela, c'est que si on avait chassé les habitants entre 41 et 44, eh bien, vous constatez qu'il ne s'est pas passé grand-chose du côté de la construction ou de l'amélioration. Ici, le 24 rue Geoffroy-Lanier, qui était un hôtel, qui a donc été détruit. La date précise de la destruction, c'est toujours compliqué à établir. Mais en tout cas, vous voyez qu'en 57, on a été obligé d'étayer entre les deux bâtiments. Et en 76, on est toujours au même point. D'autant que à la gauche de ce bâtiment, c'est l'hôtel Chalon-Luxembourg, qui était donc un bâtiment qu'on voulait protéger. Donc voilà, là, vous avez un décalage entre le moment où on a chassé les habitants et les travaux qui vont être éventuellement engagés. Alors, la collection de photographies donc, que j'ai utilisée à ce moment-là, c'était il y a quand même quelques années, c'était donc des tirages papier. Et j'avais posé des questions aux documentalistes, donc au pavillon de l'Arsenal, pour savoir d'où venaient ces photos. Alors, elles étaient identifiables avec des tampons qui étaient au dos, des numéros et des dates. Alors, les numéros, je ne savais pas toujours à quoi ça correspondait. Elles étaient classées par nom de rue. Et pour que l'historienne puisse utiliser une photo, il faut évidemment qu'au dos, il y ait au moins, d'abord, l'identification du lieu, si on ne peut pas toujours identifier un immeuble par rapport à un autre, et puis, si possible, la date. Donc là, vous voyez qu'il y a un numéro d'ordre, en général, des tampons de diverses époques. Et puis, sur celle-ci, là, vous voyez que vous avez le nom A. Cailleux. On cherche encore son prénom, André Albert, avec une date. Et c'est donc un photographe privé qui va être aussi très actif sur la zone. Alors, pour arriver à comprendre d'où viennent ces photos, comment elles ont été faites, il est intéressant de connaître un peu les organigrammes des services administratifs pour comprendre comment la photographie s'est insérée ou comment la photographie a commencé à être utilisée de façon plus ou moins efficace et surtout intégrée à l'administration de la ville. Je commencerai par vous parler un petit peu plus de ça. Mais avant de rentrer sur cette question de la production des photos, on peut aussi se demander pourquoi s'intéresser à la photographie à propos de la zone. Je précise qu'ici, j'ai des monceaux d'archives non photos, et que je pense qu'il vaut mieux, et on utilise mieux la photographie si on a une bonne connaissance des dossiers à partir des archives. Alors, en l'occurrence, comme je travaille sur cette question depuis un moment, c'est vrai que j'étais assez sensible, et je suis assez sensible à ce qui est publié autour de cela. Je vous ai parlé de la loi de 1919 qui a donc annexé la zone à Paris. Et en 2019, on aime bien les commémorations, les anniversaires. Pour fêter les 100 ans de l'annexion de la zone, il y a une exposition qui s'est tenue dans une galerie à Montreuil, Lumière des Roses, et la Galerie des Roses, pardon. Et cette exposition a été ensuite montrée aux rencontres photographiques de Arles, qui est quand même le lieu de la photographie, à l'été donc 2019. Et là, vous avez le haut de l'article, une page entière, publiée dans Le Monde, donc en juillet 2019, l'article de Claire Guillot, spécialiste photo du Monde, qui publie un grand article à propos de l'exposition. Alors, la zone a une exposition qui fait revivre ce bidonville géant qui s'est développé autour de Paris du 19e siècle aux années 1950. Les photos sont légendées comme anonymes, et on voit sur la photo de droite les chiffonnières et les chiffonniers qui sont la figure emblématique de la population de la zone. Tous les clichés, au sens propre comme au sens figuré, transpirent de cet article qui montre aussi que ni le collectionneur ni la journaliste n'ont cherché à connaître la provenance de ces photos. Alors, vous me direz, c'est peut-être plus le travail de l'historien. Tout ça pour dire que ces photos proviennent des fonds
des administrations successives. Quand je dis de la ville, c'est un peu gênant parce que vous savez que jusqu'en 77, Paris n'a pas de maire. Donc c'est la préfecture de la Seine, en fait, qui administre Paris. Du coup, l'action photographique de l'administration tombe dans l'oubli puisqu'on dit que c'est des photographies anonymes. Et l'article de Claire Guillot, après ces photographies anonymes, se concentre sur des photographes célèbres qui ont fixé l'image de la zone, Adjet et les chiffonniers, André Kertész, Porte de Vanves, et Germaine Krull, qui a travaillé aussi sur la zone. Or, donc, toutes ces photographies dites anonymes ont une histoire. Elles proviennent donc des fonds de, je dirais, la direction de l'urbanisme, un nom générique, qui, au cours de leurs déménagements successifs, se sont parfois débarrassés de tirages photographiques, puisqu'ils avaient des supports qui étaient soit des supports argentiques, soit des supports sur plaque de verre. Et eh bien, il m'est arrivé aussi d'être contacté par des gens que je ne connaissais pas du tout, qui me disaient « J'ai acheté ce lot de photos, ça a été trouvé dans une poubelle ». Et donc, c'est des tirages de ces photos qui, parfois, peuvent ressurgir, mais qui, pour la plupart, je pense, viennent des services de la ville. Enfin, en dépouillant ici les dossiers relatifs à la zone, quand je dis les dossiers relatifs à la zone, j'ai parlé d'expropriation et d'expulsion, et donc il y a des dossiers pour chaque famille qui est évincée, avec parfois des photographies qui ressemblent à celles que je vais vous montrer, ce qui m'a permis d'entrer en contact, grâce d'ailleurs ici notamment à Vincent Tuchet, en contact avec les photographes de la ville qui aujourd'hui sont avenue de France, dans le 13e arrondissement, au moment où ces archives, ces photos, ces tirages étaient en cours de versement. Alors, j'en viens donc au premier temps, c'est la naissance d'un service photographique à la préfecture de la Seine. Pour comprendre un petit peu mieux les choses, je suis rentrée en contact notamment avec Jacques Leroy, qui était photographe à la direction de l'urbanisme depuis les années 80. Il est parti en retraite il y a 1 an ou 2. Et avant de partir, il a été soucieux donc du sort de ces fonds photographiques qui sont donc en cours de versement et de conservation dans des bonnes conditions. Et il a fait un travail remarquable d'inventaire, de classement. Et on a fait un entretien avec lui aussi où il a raconté comment finalement il est entré à la ville pour faire des photos principalement des chantiers, sachant que c'est seulement à partir de 1978, donc quand la ville a eu un maire, qu'il y a réellement des photographes qui ont été embauchés. Les photos que je vais vous montrer étaient faites par des photographes privés qui étaient payés par l'administration, qui acceptaient donc des missions. Tout simplement, pour eux, c'était des chantiers. Alors, des tirages papier ont donc été déposés au pavillon de l'Arsenal. Depuis le boulevard Morland, cette annexe de l'hôtel de ville qui vient d'être transformée, qui va rouvrir en hôtel, logement, commerce, cité d'étudiants, je crois. Et puis, il y a donc eu ce déménagement du boulevard Morland vers l'avenue de France en 2014, avec la décision donc de céder les plaques de verre aux archives de Paris. Les plaques de verre sont très difficiles à conserver. Et je crois Nicolas Courtin est là. Elles ont été numérisées, donc elles seront bientôt disponibles de façon maniable pour les chercheurs et les curieux. Tandis que les photos sur nitrates, les nitrates sont inflammables, c'est extrêmement dangereux. Elles ont été déposées au ARCP, c'est-à-dire l'atelier de restauration et de conservation des photographies, qui est rue de Fourcier, qui a été créé en 1983 par la ville de Paris. Donc aujourd'hui, les archives de Paris et la direction de l'urbanisme en interne sont en cours d'inventaire de ces photos. Alors, moi, j'ai tenté quand même de faire un comptage à partir des tableurs Excel que Jacques Leroy nous avait transmis, mais il y a probablement quand même des marges d'erreur. Entre, vous voyez, les supports plaques de verre d'un côté, nitrate, je vous donne, donc c'est le nombre de ces photos qui ont été faites donc, entre les années 40 et les années 60. 40% des plaques de verre concernent la zone, 5% des nitrates concernent la zone. Donc, c'est surtout la plaque de verre qui a été utilisée pour la zone. Et enfin, les deux collections, nitrates et plaques de verre, sont informées par des registres
qui était tenu donc au fur et à mesure que les photographes restituaient les photographies à l'administration. Mais bon, là, il y a toujours des ambiguïtés sur la façon, notamment, hein, zone du Kremlin Bicêtre. Vous voyez ce petit trait qui descend. Peut-être que Nicolas Courtin ou d'autres qui sont ici me diront, moi j'ai une ambiguïté. Est-ce qu'il faut considérer que ça veut dire que toutes les photos qui sont numérotées sous ce trait, c'est aussi la zone du Kremlin Bicêtre? C'est l'hypothèse que je fais, mais bon, il y a quand même toujours une marge d'incertitude. Alors, il y a aussi des problèmes, des lacunes de datation qui rendent l'exploitation délicate. Sur plus de 10 000 photos du corpus donc issus de la DU, 1786 concernent la zone. Vous voyez que c'est pas loin d'un cinquième. Mais 4072 ne sont pas datées parmi toutes ces photos, dont 1558 sur la zone. Les photographies nitrates s'échelonnent entre 40 et 62, sachant qu'il y en a 36% qui ne sont pas datées, et les plaques de verre s'échelonnent entre 41 et 56. Les photographies datées de la zone se concentrent sur deux moments, 41-43, on a 77 nitrates et 98 plaques de verre, et entre 51 et 52. Enfin, l'observation des photos et le croisement avec d'autres sources sont indispensables pour remédier à ces problèmes de datation. Je vous donnerai quelques exemples. La photographie est donc, quand je dis qu'il y a deux moments importants pour la zone, 41-43, c'est le moment où effectivement c'est Vichy qui va accélérer l'évacuation de la zone. Donc là, on va avoir énormément d'opérations. Et puis 51-52, 53, c'est le plan Lafay, qui est un plan sur Paris et la région parisienne. Et donc juste avant, on refait de nouveau pas mal de photos. La photographie est donc d'abord un baromètre de l'activité aménageuse de Paris et de la zone. Je l'ai montré sur les îlots insalubres et au début des années 50, donc c'est le plan Lafay. Là, il faut que j'enquête encore un peu plus. Alors, la surreprésentation des photos de la zone parmi les non datés, 80% pour les plaques de verre. Je pense que la campagne a été si massive sous Vichy, c'est une hypothèse, que les agents ont renoncé à noter la date. En gros, on est entre 41 et 43. Et c'est pour ça que les dates ne sont pas toujours très précises. Enfin, je fais l'hypothèse que dans les années 60, les plaques de verre disparaissent quasiment, puisque d'autres supports l'emportent. Alors, j'ai essayé de faire la genèse du service photo de la direction de l'urbanisme, grâce notamment aux organigrammes des services de la préfecture de la Seine qui sont publiés. Alors, en 1941, là c'est des extraits hein, que je vous mets, aucun service de photographie. En 1942, je trouve donc cet encadré. Les services sont profondément remaniés et vous voyez qu'on a prise de vue de toute nature et constitution de la documentation photographique nécessaire aux différents bureaux du service. C'est M. Marzloff, qui est ingénieur géomètre, qui et donc s'est coiffé donc, dans un service qui s'intitule « Travaux statistiques et photographiques ». Marzloff, par ailleurs, il faut le savoir, mais ça c'est quand on regarde les dossiers archives, travaille sur les fortifications et la zone. Donc vous voyez, on a confié ce service à un monsieur qui travaillait déjà sur la zone. Et il prend en charge donc ce premier service. Ainsi, la naissance du service photographique, en l'état de ma documentation à ce jour, est contemporaine de l'expropriation de la zone et elle lui est même intrinsèquement liée. En 1944, ça c'est des photos que Jacques Leroy nous avait aussi communiquées. Là, vous voyez qu'on est à l'hôtel de ville. Apparemment, le service occupe une place assez gigantesque. Alors, ils ne font pas que de la photo. On arrive à dater la photo parce que là, il y a un calendrier de 1944. Et là, évidemment, mais à l'époque, je ne l'avais pas. Vous voyez, îlot 16, c'est l'îlot sur lequel j'ai enquêté. Donc, les hommes, c'est surtout des hommes qui travaillent là, sont en charge à la fois de la photographie et, à mon avis, des plans qui étaient aussi dressés pour les opérations d'expropriation. En 1945, on a un dédoublement. Vous voyez qu'on a toujours le service de Marzloff qui a déménagé rue Gay-Lussac et qui est toujours en charge donc, des prises de vue de toute nature et de la documentation photographique. Et vous avez un deuxième service qui est créé donc, dans le laboratoire d'essai des matériaux, des photographies qui sont donc réalisées et qui sont stockées probablement place d'Enfer Rochereau, qui dépend là de la Direction générale des services photographiques.
Ainsi, ce qu'on constate en 1945, c'est que la photographie s'émancipe de l'architecture et de l'urbanisme pour se mettre finalement au service de toutes les directions de la ville. Après 1945, le service de Maslow disparaît et seul subsiste, au moins jusqu'à la fin des années 50, le service qui dépend du laboratoire d'essai des matériaux. Il semble bien donc que les grandes opérations urbaines en gestation dans l'entre-deux-guerres ont stimulé la création de services spécialisés et techniques, et notamment le service photographique qui s'est ensuite autonomisé. Ainsi, les opérations menées sur la zone sont un bon observatoire pour comprendre la genèse d'un service photographique au sein de l'administration de la préfecture de la Seine. Pourtant, j'ai trouvé assez peu de traces de cette nouvelle exigence dans les dossiers, qui serait donc de faire des photos, à l'exception d'une note, ici dans un document, une note pour le directeur général du plan de Paris du 15 janvier 1941. Vous voyez qu'on préconise, une question est posée à propos des photographies, hein, et on propose donc et on préconise de faire quelques photographies pour reproduire chaque groupe de propriétés. Mais il termine, il a été reconnu désirable de prendre une photographie au besoin d'un format plus réduit pour chaque propriété, mais seulement quand les intéressés n'auront pas traité à l'amiable. En fait, les zoniers vont être expropriés de deux manières, les propriétaires. Certains vont prendre les devants auprès de l'administration et vont dire « Écoutez, moi j'ai un bout de terrain, puisque la plupart des propriétaires ne résident pas sur la zone, et je vous propose de vous le vendre. » Alors là, on trouve des négociations, c'est comme au souk, hein, c'est trop cher, on vous propose moins. Ben non, finalement, c'est trop cher. Certaines tractations à l'amiable ont abouti, mais la plupart, en général, n'ont pas abouti. Et donc là, on recommande de faire des photos quand la tractation à l'amiable n'a pas abouti. Ainsi, on peut imaginer que tous les zoniers qu'on va voir sur les photos sont ceux qui ont été expropriés et expulsés et non pas ceux qui ont traité à l'amiable. Alors, j'en viens au deuxième point qui va vous montrer ce qu'est la zone. C'est donc ces photographies comme outil pour l'historienne, avec des problèmes à la fois d'identification et la nécessité toujours de croiser les images avec d'autres sources. Donc là, je vous ai mis systématiquement, en fait, la légende ou le titre de la photo numérisée dans le tableur Excel. Donc vous voyez que là, par exemple, certaines photos ne sont référencées que par le mot « zone ». Alors, dans ces cas-là, les photos, je précise, sont en deux formats. Alors, je suis assez mauvaise. Il y a JPEG et puis il y a, je crois, c'est TIFF. Donc ça, c'est une très bonne définition. Donc, on peut zoomer. Et là, si vous zoomez sur le petit carré rouge que j'ai souligné, on peut, si on prend un peu de temps pour observer les photos, la plaque de rue indique avenue de la Porte de Charenton, ce qui permet de localiser la zone de Charenton. Quand les photos ne sont pas datées, leur fine observation permet d'y remédier. Ici, vous le voyez, ce n'est pas très très clair, mais là, vous avez un soldat allemand devant, je ne sais plus si c'est un camion ou si c'est un barrage. Et la présence de ce soldat allemand et du barrage rappelle donc que Paris est occupé. Donc là, vous voyez, je n'avais pas de date. Je peux imaginer qu'on est entre 40 et 44. Par ailleurs, les photographies de la zone permettent de briser, donc j'ai parlé tout à l'heure de ce vocable, c'est la zone, et de la réputation des habitants qui habitaient soi-disant illégalement sur la zone. Elles permettent donc, ces photographies, de briser le cliché du bidonville et elles attestent de la grande diversité de la zone autour de Paris. Alors, à l'échelle de toute la couronne autour de Paris, je vais vous faire un peu voyager. Ici, on est sur la zone de Montreuil. Donc, certes, sur la zone de Montreuil, on a majoritairement ce qu'on appelle des baraques ou des roulottes qui sont donc installées. Et sur la photo du bas, vous avez des HBM qui ont déjà été construits et qui font face donc à la zone. Ici, à Saint-Ouen, vous voyez qu'au fond, c'est pareil. Vous avez des immeubles en hauteur qui ont déjà été construits et donc l'aspect de la zone à cet endroit-là. Donc, on a une cohabitation juste au contact entre des strates urbaines très différentes.
À Bagnolet, ici, on va avoir davantage de jardins et de petits pavillons. Là, si on zoome, en fait, c'est très joli la photo, on a une roulotte, vous avez une mère et sa fille probablement, et c'est une commerçante donc qui vend je ne sais pas quoi, mais qui est installée dans cette roulotte. Ici, la zone de Vanves, et vous voyez que on a majoritairement des pavillons, hein, avec au fond toujours les HBM, donc là aussi ce contraste très fort. Et à droite, la zone de Pantin, où vous avez aussi donc ces pavillons avec des matériaux qui ne sont pas forcément très nobles, mais il y a quand même une couverture, une cheminée. Là, c'est les plans d'enquête qui sont faits au moment où on exproprie. Et bon, il y a plusieurs plans de ce style-là. Là, vous voyez le face-à-face entre les HBM qui ont déjà été aménagés avec leur régularité géométrique, et puis les parcelles en jaune qui sont celles qui vont être expropriées, avec chaque petite maison, chaque petite construction qui est donc identifiée. Et la diversité de la zone est aussi visible à l'échelle d'une commune. Ici, le Kremlin-Bicêtre, où on retrouve ces pavillons avec, vous voyez, quand même une voirie, un semblant de trottoir. Et par contre, ici, au Kremlin-Bicêtre, donc à un autre endroit de la zone, on retrouve les baraques et les roulottes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi ce sont uniquement les photos qui représentent les baraques qui sont devenues iconiques de la zone. Une question qui concerne le présent et la manière dont la mémoire de la zone s'est élaborée. Et c'est cette enquête que j'essaye de faire, une enquête sociale pour montrer cette diversité. Ici, au premier plan, la question des jardins est aussi très importante, hein. Sur la zone, il y avait des jardins, il y en a eu beaucoup aussi pendant l'occupation. Ils sont très nombreux. On gèlera d'ailleurs l'expulsion des zoniers à partir de 1943 pour permettre aux Parisiens d'aller y faire des cultures. Et on peut imaginer aussi que les abris qui étaient aménagés sur les parcelles de jardins ont pu parfois être confondus avec les baraques. En tout cas, qu'elles ont contribué à diffuser l'identification zone-baraque. À cet égard, le croisement avec d'autres sources, comme ici les notes préliminaires des architectes voyés, donc qui font des enquêtes, qui se baladent dans la zone pour arriver à identifier qui sont les propriétaires et qui sont les locataires, permettent d'identifier les usages de chacun des lots. Ici, on est au Pré Saint-Gervais, l'opération numéro 4, la parcelle numéro 11, qui est donc toute cette parcelle. Et là, vous voyez, il nous fait un petit schéma de toute l'opération, et la parcelle, c'est celle-ci. Et chacun des lots apporte un nom de A, je crois, jusqu'à M. Et le document nous explique que la propriétaire, Madame Thiebaud, qui habite 50 rue de Belleville, a donc conservé pour elle le lot numéro A, et que pour elle, c'est un pied-à-terre d'été. En gros, et je me suis intéressée donc à la description de tous les gens qui ont ici, pour beaucoup, un pied-à-terre. C'est des voisins de Madame Thiebaud. Ils habitent autour de chez elle, rue de Belleville, ou dans des rues qui sont avoisinantes. Et elle a probablement, de bouche à oreille, expliqué qu'elle était prête à leur céder un morceau de sa parcelle pour y avoir une forme de résidence secondaire. Il y a aussi des gens, je n'ai pas le temps de vous donner le détail, mais qui habitent sur cette parcelle. Donc vous avez une formidable pyramide de diversité de Parisiens qui viennent soit le week-end, soit un jour par semaine, soit faire leur jardin, soit qui y résident. Et puis, ici, les photographes sillonnent donc la zone à partir donc, du corpus que je vais vous montrer, c'est surtout sous Vichy. Et parfois, ils figurent sur la photo, puisque là, vous voyez que vous avez l'ombre des photographes avec l'appareil qui était sur pied. Et puis, alors ça, on va le retrouver systématiquement. Là, c'est un photographe qui tient un panneau, et ces panneaux sont très utiles pour identifier la zone où nous sommes. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. En tout cas, avec ces photos, non seulement on saisit l'opération urbaine, mais on saisit aussi, vous allez le voir, les habitants au quotidien qui vaquent
à leurs activités. Alors, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, qu'imaginaient tous ces gens en voyant ces photographes débarquer, leur faire tenir, vous allez voir, à eux, aux enfants, les panneaux pour identifier la photographie. Les auniers posent et les photographies attestent bien de la diversité de cette société urbaine. Alors, je n'ai aucune compétence en photographie, mais je dois dire qu'il y en a certaines, quand je les regarde, je les trouve assez réussies. Ici, vous distinguez une femme et une jeune fille, hein, qui sont donc derrière les branchages. Ici, vous avez un couple, un monsieur et une dame d'un certain âge, qui sont adossés à la rambarde et qui regardent, hein, depuis chez eux. Certaines compositions donc, de photos font parler ou donnent envie de parler, en tout cas rendent difficile, je crois parfois, le partage entre photographie d'auteur et photographie administrative. Les enfants et les personnes âgées, à l'époque on dit les vieux, sont omniprésents, hein. Photo après photo se construisent aussi, et là les photographes insistent sur certains, on va dire, types zoniers, et ça n'a plus grand-chose à voir, je dirais, avec l'opération d'urbanisme. Quand on fait, j'ai pas zoomé, hein, c'est les photos qui sont cadrées ainsi, mais il s'agit bien donc non pas de photographier uniquement les parcelles ou les habitations, mais également la population. Et vous voyez que quand ces enfants sont photographiés, puis cette vieille femme au milieu, donc c'est une chiffonnière probablement, on peut se dire que à la fois ces photos ont contribué à forger les clichés à coller à la zone, mais on peut aussi penser que ces photographies ensuite allaient enrichir les dossiers administratifs d'expropriation et d'expulsion pour renforcer la conviction qu'il fallait chasser ces populations. Alors, on a aussi des photos panoramiques qui permettent de prendre la mesure, là encore, des stratifications urbaines. Ici, la zone avec, vous voyez, des endroits où on a déjà des débuts de destruction, mais je n'ai pas la date exacte. Et au fond, donc, c'est Saint-Mandé, ici. Et puis là, le Kremlin Bicêtre. Donc là, les photographes sont montés sur un toit, hein, je pense. On est plutôt côté Kremlin-Bicêtre, puisque vous avez la zone et les HBM au fond. Enfin, les photographies attestent aussi de la régularité du dessin urbain et du niveau des équipements. Vous voyez que sur cette photo Kremlin-Bicêtre, on a une voie qui est quand même assez large, des trottoirs, des réverbères, des poteaux électriques, une chaussée qui est pavée, plusieurs immeubles en dur, de plusieurs étages. Donc vous voyez qu'on est quand même, on n'est pas uniquement dans un tissu urbain qui serait fait de baraques ou de roulottes. Alors, la population, je l'ai dit, va résister. Elle va résister longtemps parce que, et c'est l'enquête que j'essaye de mener, c'est une histoire sociale pour attester de la diversité de la population qui habite sur la zone. Alors, une diversité de la population avec à la fois, puisque dans les documents qui essayent de faire le point sur qui il va falloir exproprier et qui il va falloir expulser, quand j'utilise le terme exproprier, c'est pour les propriétaires, expulser, c'est pour les habitants. Et bien, du coup, on a des tableaux très précis qui donnent la nationalité, le métier, la composition de la famille. Donc, ce sont tous ces documents. J'ai envie de dire que c'est le revers, mais en même temps, la chance pour l'historienne, c'est que quand il y a des opérations urbaines assez massives et assez radicales, ça produit beaucoup d'archives. Ici, je vous parle surtout des photos, mais il y a aussi tous ces recensements de populations qui sont très précieux. Et donc, je mène cette enquête d'histoire sociale pour un peu déconstruire cette réputation. Et je vais essayer à la fois maintenant de parler de la question de l'identification des photos et de la consistance sociale de la zone.
Alors, beaucoup de photos ne sont identifiées que par un numéro, composé de plusieurs chiffres, et on retrouve ce numéro sur les panneaux que tiennent les... voilà, donc beaucoup de photos sont identifiables, je dirais, grâce aux panneaux que tiennent soit les photographes, soit les habitants. Et en général, il y a plusieurs numéros sur le panneau, mais le premier fait référence aux 131 opérations qui ont été découpées sous Vichy. Ici, c'est un tableau qui est dans un des fonds d'archives des Archives nationales. Donc, vous voyez, si je prends un exemple, à Vanves, donc, qui est rentrée, donc la zone de Vanves dans le 15e arrondissement, vous allez avoir une dizaine, non, 7 ou 8 opérations. C'est l'opération numéro 8, numéro 20, numéro 26, numéro 33, numéro 37, numéro 38, numéro 59. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ont été numérotées ainsi et pourquoi ça semble absolument désordonné? C'est-à-dire, on aurait pu imaginer, on commence à un endroit et puis on les numérote. Le préfet de la Seine produit plusieurs mémoires au début des années 30 parce que les propriétaires et les locataires aimeraient bien savoir quand est-ce qu'ils vont être expropriés et chassés. Donc, on demande un plan chronologique. Or, le préfet explique qu'il ne veut pas, et il ne le donnera pas d'ailleurs, dans la mesure où c'est une crainte, hein, depuis le début de cette opération, on craint la spéculation. C'est-à-dire que si on annonce qu'on va exproprier ou expulser, on craint qu'il y ait des constructions qui soient aménagées sauvagement, hein, et qu'ensuite il y ait une demande d'indemnisation. Donc il y a une espèce de peur qui n'est pas totalement fausse, hein, si bien que cette numérotation paraît assez farfelue et en tout cas désordonnée, mais ça permet de dater un certain nombre de photos grâce à ce numéro d'opération. Alors, je parle ici principalement des photographies que j'ai récupérées par Jacques Leroy et qui vont être à terme numérisées et consultables ici. Sachez, parce que ça met du piquant au métier d'historien et d'historienne, il y a des photos aussi ici à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. C'est un fonds qui est conservé sous le nom Cailleux, c'est le nom du photographe, hein, dont je vous parlais. Et ici, les photos ajoutent un autre numéro, c'est-à-dire que là, vous voyez que chaque maison porte un numéro en rouge. C'est le numéro des petites constructions qu'on voyait tout à l'heure sur le plan parcellaire. Ces photos sont en général, celles de Cailleux, à une échelle où on voit vraiment les habitants. Vous voyez, ici, on voit les enfants. Ils sont en train, dans leur vie quotidienne. Et ici, on est donc dans la zone de Saint-Ouen. C'est l'opération 51. Pardon, le panneau est là. Donc 17, c'est l'opération 17 à Saint-Ouen. 51, c'est l'opération 51. Et c'est donc les constructions 48 et 49. Ce qui est intéressant, une fois qu'on arrive à... On ne peut pas le faire pour toutes les photos, mais une fois qu'on arrive à le faire, on a dans les archives des calepins, des opérations d'expropriation qui désignent le numéro de la parcelle et sa surface. Ici, je vous ai mis un extrait d'un calepin d'expropriation de l'opération 106. Hein. Je crois que c'est à Levallois-Perret. Et donc, vous avez le numéro, l'adresse, hein, et puis ici, le détail, vous voyez, pour le sol qui est propriétaire et pour les constructions. C'est ce qui rend aussi la structure, je dirais, d'occupation de la zone assez atypique par rapport à ce qui se passe en général. C'est que vous avez un propriétaire du terrain qui, en général, a un locataire principal, puisque le propriétaire, il est à Paris ou même en province. Ce locataire principal attribue ensuite des morceaux de la parcelle à des familles qui vont construire les constructions et qui sont donc propriétaires des constructions. Donc au moment de l'expropriation et de l'expulsion et de l'indemnisation, vous imaginez à la fois la complexité et en même temps le détail, hein, des documents qui sont disponibles. Ces calepins désignent donc le numéro de la parcelle et sa surface, son adresse, le nom du propriétaire, le nom des propriétaires des constructions qui en général y résident. Et les photographies permettent de donner donc de la consistance au paysage urbain ainsi qu'aux activités. Ici, je vous ai mis une photo, hein, relative à une des constructions. Je ne sais plus. Si, voilà. Vous voyez, 106-16. Donc, c'est une des constructions qui est ici. Et vous voyez qu'on voit le monsieur qui habite, qui est devant sa maison. Donc,
on arrive à corréler les documents calepins d'expropriation qui sont assez arides avec les photos. Rassurez-vous, je ne vais pas le faire pour toutes parce que je pense que je n'aurai pas assez d'une vie pour le faire. Mais avec certains exemples, on y arrive. Si on prend l'exemple des nombreuses photos identifiées par le numéro 106X, donc sur le tableur Excel qui m'avait été communiqué, il s'agit donc de l'opération 106 dans la zone de Levallois-Perret, qui a été expropriée en 1943. Les photos ne sont pas datées, mais avec le calepin des propriétés, on peut imaginer que c'est la fin de l'année 1943. La zone de Levallois-Perret, puisque chaque zone a un peu ses spécialités, les chiffonniers, c'est surtout Saint-Ouen, c'est une zone industrieuse, tardivement expulsée pendant la période de Vichy, notamment parce qu'il y avait beaucoup d'industries, dont certaines qui travaillaient pour les Allemands. Et les propriétaires des terrains ne sont pas résidents. Ils habitent en général dans le 17e et le 16e arrondissement, alors que les locataires sont propriétaires de leur maison. Et la parcelle 16, vue de l'extérieur, c'est-à-dire la même que celle de ce monsieur, mais là on est à l'extérieur donc de la zone, eh bien, vous voyez on trouve une église. Donc là, je suis allée sur Google, j'ai trouvé cette église Saint-Odile, qui est avenue Stéphane Mallarmé à la porte de Champéret. Et là, ça me permet de confirmer que je suis bien sur la zone de Levallois-Perret. Alors, un autre exemple sur cette opération. Ici, c'est le calepin, donc toujours de l'opération 106. Rue de Courcelles, c'est les parcelles 24 à 28. Donc la rue de Courcelles qui est à Paris dans le 17e arrondissement, mais qui se poursuivait dans la zone. Le calepin, bon, vous ne pouvez pas lire, mais signale que les propriétaires habitent en Corrèze et dans le Loiret, et surtout dans le 17e arrondissement. Donc parfois, on a aussi des propriétaires qui ont simplement acheté pas loin de chez eux, et puis qui sont restés propriétaires de cette zone. Bon, je n'ai pas voulu m'étendre tout à l'heure sur cette question, ne sachant pas si j'avais suffisamment de temps, mais les propriétaires des terrains sur lesquels la fortification a été construite ont été expropriés et indemnisés, alors que les propriétaires de la zone n'ont jamais été expropriés ni indemnisés. D'où le problème de la non-constructibilité. C'est difficile d'imposer à un propriétaire, enfin de rendre son terrain finalement stérile, et d'où le tissu urbain qu'on découvre avec ces images. Et le cahier donc, qui décrit cette opération à Levallois-Perret ne dit rien des activités. Hein. J'ai juste la caractérisation et le nom des gens qui y habitent. Mais les photos relatives donc, à ces différents numéros du calepin permettent de donner de la consistance au tissu urbain et aux activités. Donc je vais vous montrer ces photos. Ici, c'est la parcelle 24. Donc vous voyez, on a des constructions R+1, ce n'est pas des immeubles gigantesques, mais on constate qu'il y a toutes sortes de commerces. Hein. Là, il y a le brin de muguet, très joli, une droguerie, produit. Donc on arrive à en savoir un peu plus grâce à ces photos sur les activités et donc des commerces qui avaient pignon sur rue, qui vendaient toutes sortes de produits nécessaires à la vie quotidienne. Et encore ici, toujours rue de Courcelles, la façade sur la rue et l'arrière. Un autre exemple d'identification et de problème d'identification sur la zone de Saint-Ouen, qui fait partie de la zone qui était qualifiée de pouilleuse. L'opération 7, on décide donc de l'exproprier. L'arrêté d'expropriation date de mars 1941 et elle est évacuée le 4 août 1941. Ici, les panneaux qui sont tenus par le photographe, donc vous voyez, avec toujours une ribambelle d'enfants, enfin souvent une ribambelle d'enfants qui est autour de lui, traduisent donc l'imbrication entre propriété des terrains et propriété des constructions. Ici, ce sont les constructions, donc l'opération 7, les constructions de la parcelle numéro 2, et ici, c'est la 65. Je vais vous montrer plusieurs photos. Ici, la 85. Ici, une mère avec ses enfants et puis probablement sa bassine dans laquelle elle faisait sa lessive. La 76 et là, la 110.
Les photographes donc font leur travail au milieu des enfants qui sont intrigués et des familles qui souvent ne savent pas encore qu'elles seront très bientôt mises dehors. Alors on peut aussi croiser une photo qui n'a qu'un numéro et le calepin pour identifier la commune à laquelle la photo se rapporte. Ici, j'avais le nom du propriétaire sur le calepin, hein, lieu-dit la Haute-Borne. Pour le sol, la Société Royale Glacier. Pour les constructions Royales Glacier. Et on est donc à Saint-Ouen. Le recoupement avec les numéros des constructions et le numéro d'expropriation confirme que c'est donc avenue de la Porte de Montmartre et qu'on est bien sur l'opération 36. À Bagnolet, là encore, un autre exercice. Vous voyez, j'ai encadré en rouge. On a tout simplement le nom de la rue, le sentier des Vaugaris, qui permet d'identifier l'opération 55 qui a été expropriée en janvier 1942. Et ainsi, je peux remonter sur le calepin pour avoir plus sur les habitants des maisons ou plus probablement sur les gens qui travaillent ces jardins. Et là, vous avez encore les HBM qui sont au fond. Enfin, parfois, le référencement des photos est erroné. Je trouvais que cette photo était quand même amusante. Vous avez, je ne sais pas si c'est les photographes ou si c'est les architectes, vous voyez, qui sont accolés sur le mur avec leurs plans en plein travail. Et dans le tableur qu'on m'avait communiqué, il était indiqué zone de Saint-Denis. En fait, en zoomant tout simplement sur la plaque de rue, on peut lire avenue de la Porte du Pré Saint-Gervais et on identifie très bien les numéros des maisons qui sont ici. Et ici, c'est le 50-52. C'est donc, on est donc sur la zone du Pré Saint-Gervais et pas sur la zone de Saint-Denis. Et je me suis livrée, puisque je pense faire un zoom plus approfondi sur la zone du Pré Saint-Gervais. Vous voyez que ici, c'est le plan parcellaire qui a été dressé dans la perspective donc d'exproprier et d'expulser les habitants. Et je vous ai mis un point de couleur différente selon le statut, on va dire, des gens qui ont un intérêt sur cette opération. En orange, c'est les propriétaires du sol et des constructions qui sont résidents. Donc vous voyez que là, vous en avez quand même un certain nombre. Et d'ailleurs, au Pré Saint-Gervais et au Lilas, on a beaucoup de zoniers propriétaires du terrain et propriétaires de la maison, en général des pavillons, et qui ont construit donc leur maison et qui y résident. En jaune, vous avez des propriétaires du sol et des constructions, mais qui ne sont pas résidents. C'est-à-dire ils ont à la fois le sol et les constructions, mais ils louent les constructions. Un peu plus clair en orangé comme sur la 17, vous avez des propriétaires du sol qui résident, mais qui sous-louent à des zoniers propriétaires de leur maison, ce qui veut dire que sur la même parcelle, vous allez avoir un propriétaire qui réside, et puis il a des voisins qui sont des locataires. Enfin, en bleu, des propriétaires du sol qui ne sont pas du tout là, et qui sous-louent à des zoniers propriétaires de leur maison. Ce qui veut dire que quand on voit les photos, on a derrière ces photos une très grande diversité de statuts sociaux et de statuts d'installation sur la zone. Ici, la zone de Malakoff. J'aborde en fait ma conclusion et puis si vous avez des questions, j'aurai un peu de temps pour y répondre. Les photos de la zone de Malakoff donnent, ici elle était datée 28 mars 1942, vous donnent un peu une idée du rythme à la fois de l'expropriation et là à l'arrière, vous voyez, du début de destruction de ce qui était construit. Alors je ne sais pas si c'était des baraques ou si c'était en général, on peut l'imaginer, les constructions en dur d'un ou deux étages ont résisté plus longtemps, d'autant qu'à partir de la fin de l'année 1943, on a arrêté de détruire et on a arrêté d'expulser, dans la mesure où il y avait de plus en plus de sinistrés liés au bombardement autour de Paris et puis à La Chapelle. Donc ça devenait absolument inimaginable de continuer à détruire des lieux de vie. Ce que je montre dans l'enquête de façon plus générale, c'est que finalement, et à travers tous ces recensements des habitants, c'est que les habitants de la zone se sont
c'est les Parisiens du Paris populaire qu'on va trouver aussi dans les faubourgs, plutôt dans les arrondissements périphériques, mais également dans les arrondissements centraux, en tout cas dans l'entre-deux-guerres, et qu'il y a une grande continuité sociologique entre la zone et les arrondissements parisiens, plutôt on va dire ceux de la périphérie. La zone de Malakoff, ici, donc, a fait l'objet de 9 opérations qui ont été menées entre juin et novembre 1941. Donc, ça a été assez rapide et assez concentré pour cette commune. Les évacuations, puisque j'ai retrouvé un calepin qui donne les dates d'évacuation pour un certain nombre d'opérations, ont eu lieu ici entre avril et mai 1942. Mais on constate que ici, en mars 1942, il y a encore des habitants qui résident. Même si, là, j'ai un doute, parce que je me demande si les fenêtres ne sont pas déjà obturées et si on n'est pas dans un immeuble qui est quasiment déjà vidé. Le corpus de photos permet aussi d'aborder, j'ai envie de dire, la zone après la zone, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la zone d'arrachement. Quand Paris a annexé la zone en 1919, on a réussi un peu par un tour de passe-passe et encore une fois par un acte assez impératif et autoritaire vis-à-vis des communes périphériques, on a imposé aux communes périphériques de stériliser une bande de 150 mètres où elles n'avaient pas le droit de mener à bien des projets sans l'autorisation du préfet. Donc on a toujours ce rapport de force entre le préfet de la Seine, qui a autorité sur toutes les communes, et les élus, les conseils municipaux de ces communes. Alors cette zone d'arrachement de 150 mètres, derrière, il y a des documents qui le disent, c'est l'idée que, comme on a décidé de résorber la zone, comme il y a des projets de construction d'une ceinture verte, c'est-à-dire de parcs, d'équipements qui, pour certains, vont voir le jour. Vous avez un certain nombre de stades, de squares qui ont vu le jour sur la zone. On imagine que les communes périphériques risquent de construire des choses de mauvaise qualité ou qui ne seraient pas dignes de la capitale, d'où cette surveillance du préfet de la zone, du préfet de la Seine sur la zone d'arrachement. Donc, cette bande de 150 mètres qui s'ajoute à la zone annexée reste sous la tutelle du préfet de la Seine. Et on va avoir des photos donc, de cette portion. Ici, elle est sur la gauche. Donc, voilà. Je vous montre ces photos aussi parce que ça montre, là, on est en 51, c'est-à-dire que tous ces territoires vont rester en déshérence, congelés, ce qui... dans le rythme de fabrication de la ville, quand vous avez des blancs qui durent très longtemps, ça crée, j'ai envie de dire, des blessures ou des plaies qui vont mettre ensuite qui vont mettre du temps à se résorber et à être, on va dire, digérées par la fabrication de la ville. Ici, vous voyez, vous avez carrément, donc ici la zone d'arrachement, vous avez carrément une sorte de barbelé. Donc, vous imaginez, évidemment, il faut aussi se mettre dans la perspective, on en parle beaucoup ces 10 ou 15 dernières années de la construction du Grand Paris. Pour faire le Grand Paris, il faut arriver à créer une forme de continuité sur ces territoires entre Paris, les arrondissements périphériques qui avaient été annexés à partir de 1860 et qui ont une forme urbaine assez différente du centre de Paris, du Paris haussmannien. Et puis ensuite, vous avez la fortification avec les HBM, la zone qui a mis beaucoup de temps avant d'être finalement expropriée, expulsée, entièrement détruite et réaménagée. Ici, on est sur la zone et le bâtiment des archives de Paris, je crois que c'est les années 80. Voilà, donc j'ai trouvé des plans tout à l'heure, je consultais. Normalement, il était prévu ici des écoles en plein air. Voilà. Ça, c'est les plans des années 30 jusque dans les années 50. Donc, on trouve des plans avec toutes sortes de projets. Alors, la ceinture verte, elle n'a pas tout à fait vu le jour parce que sinon, on serait content aujourd'hui d'avoir uniquement sur la zone des espaces verts. Par contre, ce qu'on a construit, c'est le périphérique. Et le périphérique, on l'attribue. Bon, il a été construit à partir de la fin des années 50.
Là, c'est un peu un scoop que je vous donne, y compris pour moi. J'ai trouvé tout à l'heure des documents de l'époque de Vichy qui parlent très clairement du périphérique, hein. Il y a même des plans et c'est projeté. Alors, par contre, c'est un périphérique avec des arbres. Donc, c'est peut-être pas un périphérique tel que celui qu'on nous a construit dans on va dire, un aménagement assez brutal et assez minéral, hein, et puis surtout qui devait faire circuler un maximum de voitures. Voilà, en tout cas, toutes ces photos, je crois que j'ai fini avec les photos. Oui, toutes ces photos de la zone permettent aussi d'historiciser la façon dont cette marge de la capitale s'est construite et aménagée très progressivement. C'est ce que je tente de faire, cette histoire sociale. Et les photos sont un appoint, vous l'aurez compris, mais un appoint qui doit être lu avec une connaissance assez fine quand même des archives, pour pas trop extrapoler sur ce qu'on peut voir sur les images. En tout cas, une restitution de la consistance sociale de cette zone, qui aujourd'hui, c'est assez rare aussi, est finalement une ville qui a totalement disparu. C'est une ville engloutie, hein. Il y a quasiment plus, et ça donne d'ailleurs un peu plus de prix à ces photographies, puisque c'est un territoire urbain qui a entièrement disparu. Voilà, merci. Si vous avez des questions. J'en aurais deux. Quand j'étais enfant, on parlait de la zone. Quand on parlait de la zone, c'était la porte d'Italie. Donc ça correspond au Kremlin-Bicêtre ou c'est Ça peut être Ivry, ça peut être... Ouais. Oui, mais la zone, elle était autour de Paris. Oui, mais quand j'étais enfant, quand on parlait de la zone, on faisait toujours référence à la porte d'Italie. Mais il y en a... Ah ben, il y en avait tout autour, mais Ouais. je ne sais pas où vous habitiez enfant. Ah non, mais moi j'habitais Boulogne, mais bon, quand on disait la zone, on pensait à la porte d'Italie. Alors c'est amusant que vous me disiez ça, parce qu'à Boulogne, il y avait une zone. Oui, il y avait... Alors, elle était où, la zone alors Il y avait une zone. Ouais. Alors, en fait, la zone a été résorbée avec des modalités et un rythme varié. Et la zone de Boulogne, ainsi que la zone donc 16e arrondissement, 15e et 14e arrondissement, ça a été les premières qui ont été résorbées. Voilà. Parce que à Boulogne, il y avait... Alors, j'ai pas enquêté particulièrement, mais j'ai une collègue qui a publié un livre, un article dans la revue Histoire urbaine sur la zone de Boulogne, si ça vous intéresse. Il y avait la proximité du bois de Boulogne, hein. Ensuite, pour le 15e arrondissement, il y avait le projet, depuis avant la Première Guerre mondiale, de construire un lieu pour l'exposition agricole. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'appelle aujourd'hui le parc des expositions, enfin la foire, je ne sais pas, ça change de nom, mais en tout cas, c'est là qu'a lieu le salon de l'agriculture. Et là, les députés, j'ai vu il y avait un projet depuis le début du XXe siècle. Et puis ensuite, on va jusqu'au 14e arrondissement parce qu'il y a le projet de cité universitaire. Et celui-là, effectivement, là, comme il y avait des projets concrets et qu'il y avait probablement, j'ai envie de dire, des lobbies qui ont poussé, c'est la première partie de la zone qui a été... Donc, sous Vichy, c'est surtout l'Est et le Nord de Paris qui a été achevé. En fait, ce qui m'a le plus vraiment étonné dans votre présentation, c'est que ça a eu lieu, que cette... que cette opération d'urbanisation ait eu lieu pendant les années de guerre. J'aurais pensé qu'ils avaient eu d'autres chats à fouetter que de... Ça, c'est vraiment... on tombe des nues, quoi. Écoutez, parce que, est-ce qu'il y avait... Parce que, bon, avant la guerre de 14, il y avait l'octroi. Et puis, est-ce qu'il y avait aussi des opérations de marché noir dans la zone? Enfin, est-ce que tout ça, c'est lié? Mais l'octroi a duré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc, là-dessus, l'octroi persiste. Et quand on annexe la zone, on repousse les pavillons de l'octroi au-delà donc de la partie annexée. Le fait qu'on mène à bien cette opération sous Vichy, et il en est de même de l'îlot à Salut numéro 16, sur lequel a porté mon livre précédent. Et d'ailleurs, les deux opérations, l'îlot 16 qui est dans le Marais et la zone, sont solidaires du point de vue des archives et du point de vue de la législation. Pourquoi ça se déclenche? Il faudrait que je refasse 2 conférences, mais vous avez raison. Et les habitants, d'ailleurs, écrivent en ce sens, en disant, mais pourquoi lancer cette opération alors que, je ne l'ai pas dit, mais les zoniers ne sont pas relogés?
sauf de façon très épisodique. Et les habitants de l'îlot insalubre, en passant de Paris, auquel je me suis intéressée, ne sont pas non plus relogés. Or, ne pas reloger, c'est des opérations qui étaient, vous l'avez compris, en panne dans l'entre-deux-guerres. Hein. Et donc, éviter le relogement ou avoir des habitants qui ne sont pas là pour diverses raisons, mais dans l'îlot 16, on pensait qu'il y avait beaucoup de familles juives qui étaient soit en fuite, soit déjà arrêtées. Eh bien, pour l'administration, on projette de faire des économies en raison à la fois des absents, des gens cachés et de l'absence de relogement. Donc, et puis, alors, pour la zone, il y a une autre obligation chronologique, mais quand on a annexé, et il y a eu plusieurs lois et décrets, en gros, on a donné à la ville de Paris, hein, qui est donc à qui l'État a donné la possibilité d'annexer la zone. En contrepartie, elle s'engageait à finir de résorber la zone en 1945. Mais ça, c'est une date qui a été fixée au moment où on a pris les lois. On ne savait pas qu'à partir de... il y aurait la Seconde Guerre mondiale. Du coup, Vichy s'est appuyé sur cette date butoir pour dire il faut y aller. Il faudrait ajouter aussi le fait que dans l'idéologie xénophobe et antisémite de Vichy, qui colportait aussi la réputation de la zone, hein, les gens qui habitaient la zone, c'était des indésirables et il fallait les faire partir. Hein. Il y avait, de fait, il y avait certains endroits, il y avait beaucoup d'étrangers. Donc voilà, tous ces arguments se sont, on va dire, associés, hein, pour entretenir la dynamique. Mais de fait, ce qui va se passer, et j'ai constaté la même chose dans l'îlot insalubre, on a chassé les gens, mais on n'a rien pu faire. Hein. D'autant que les Allemands, à partir de 1942, empêchent les travaux importants qui dépassent une certaine somme. Les Allemands ont aussi empêché qu'on résorbe, ce qui fait qu'elle a été résorbée très tardivement, la zone de Neuilly et de Levallois-Perret, parce qu'il y avait des industries qui leur étaient utiles. Donc oui, il y avait un contexte qui n'était absolument pas favorable à mener à bien ces opérations. Ça fait partie, oui, Mais enfin, voilà, moi, il faut tenir compte de ce contexte. Il est surprenant, mais de fait, les opérations ont été lancées et menées à bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'ai envie de poser une question au sujet du lien, s'il existe ou pas, entre les puces et la zone. C'est-à-dire, les puces, moi, celles que je connais, c'est-à-dire Porte de Vanves, Porte de Montreuil et Porte de Saint-Ouen, est-ce que c'était les zoniers qui y travaillaient ou est-ce que les puciers venaient d'ailleurs? Et comment ça s'est... Parce que ça existe encore maintenant, les puces. Hein. Bien sûr. Et ça existait, moi, toute mon enfance, j'y suis allée, puisque mes grands-parents y travaillaient. Mais ils n'habitaient pas là. Ils étaient... Alors, je pense qu'il y avait les deux, c'est-à-dire qu'il y avait un mélange. Jusque-là, je n'ai pas trouvé de documents qui permettent de... Alors, j'ai découvert aussi... alors ça, c'est à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville. Il y avait... Alors, on dit parfois le mot puce ou marché. Hein. Il y en avait un Porte des Lilas. J'ai découvert, il y a tout un dossier à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville, Porte des Lilas. Donc, disons que ces zones frontières, ces zones de contact étaient propices aussi puisqu'elles étaient moins densément construites. Il y avait beaucoup de circulation et donc c'est probablement une des raisons pour lesquelles les puciers se sont installés. Il y avait aussi, pour Saint-Ouen, il y avait beaucoup de chiffonniers. Alors les chiffonniers, ils avaient une activité très très distincte, mais je pense qu'il y avait peut-être aussi des circulations entre ce que les chiffonniers pouvaient récupérer et pour les choses les plus précieuses qui pouvaient atterrir dans les stands des puces. Mais là, il y aurait effectivement un zoom à faire sur... Mais de fait, les puces sont sur la zone. Ouais. Bonjour. J'aurais aimé savoir, dans la salle, toutes les personnes qui ont habité à proximité, dans leur enfance, à proximité d'une zone. Moi, j'en fais partie. Mon père est arrivé... rue Maurice Bouchard, donc dans le quartier de la Porte de Vanves. Il est arrivé en 41, moi je suis né en 43, et j'ai retrouvé dans les affaires de mon père, j'ai retrouvé des photos de la zone où on voit ma sœur avec des chèvres, hein, qui est en train de s'amuser au milieu des chèvres. Et donc, bon, voilà, j'ai gardé quelques photos et j'en suis content parce que on voit quelques HBM au loin. Et mais ce que j'aurais aimé savoir, c'est dans la salle s'il y a beaucoup de gens qui sont nés vraiment au bord, on peut dire, parce que la rue Maurice Bouchard,
elle longe vraiment toute la barre de HBM. Là, derrière, c'était la zone, quoi. Voilà, merci. Merci. Ben, à chaque fois que je parle de la zone, il y a encore des gens qui me disent qu'ils ont grandi ou que leur grand-mère... et il y a des sociologues et des ethnologues qui ont fait des enquêtes. J'ai 1 ou 2 entretiens. Il y en a un que j'ai exploité dans un article. Un entretien qui a été fait donc, par des collègues dans les années 70 avec des gens qui habitaient dans la zone. Et alors, c'est intéressant d'avoir ce genre de témoignages. On en a peu. Parce qu'en fait, les zoniers qui décrivent comment ils vivaient, ils étaient très heureux. Ils expliquent que quand il y avait un mariage, eh ben, on construisait une maison en 48 heures pour le futur couple. Enfin bon, c'était une autre façon de vivre, mais bon. Il faut quand même aussi se rappeler que dans Paris-Centre, puisque j'ai fait aussi l'enquête sur l'île aux 16, il y avait un nombre d'immeubles et de logements qui n'avaient pas l'eau et qui n'avaient pas les commodités. Donc, parfois, je le dis, quand il y avait un propriétaire qui vivait sur sa parcelle avec un petit pavillon, les toilettes à l'extérieur, certes, et puis ensuite un appentis puisque dans les inventaires pour les expropriations, on a tout, on a les poulaillers, on a les arbres, on a les cultures, finalement, parfois, je crois qu'une famille pouvait vivre sur près de 50 mètres carrés, ce qui était rarement une famille modeste, rarement le cas dans Paris-Centre. Donc, voilà. Mais, encore une fois, c'est le statut prétendument illégal du fait de vivre dans la zone. Plus, je ne l'ai pas dit là, mais en 1901, il y a un décret qui est pris par l'État qui, dans la perspective de l'expropriation et de l'expulsion, c'est ça en fait, il y a aussi des phénomènes d'anticipation en permanence dans ce processus qui pensent qu'on va arriver à annexer, on va arriver à exproprier, et donc il faudra indemniser, puisqu'ils ne l'ont pas fait au moment où ils ont déclaré que c'était inconstructible. Et par conséquent, en 1901, il y a un décret, ça m'arrive souvent de mettre un extrait, qui interdit de construire des constructions de plus de 20 mètres carrés, avec d'autres interdit la pierre, donc c'est que le bois, la tôle. On a le droit de mettre des roulottes, mais il faut enlever les roues. Donc en fait, quand on lit ce décret, on voit le paysage des photos que je vous ai montrées. C'est-à-dire que c'est l'État lui-même, dans la perspective de l'indemnisation, qui a imposé finalement ce bricolage urbain pour qu'ensuite ça ne soit pas trop cher à indemniser. Vous voyez, donc, alors qu'on a trop souvent tendance à dire que c'est parce que ces gens étaient toutes sortes d'adjectifs pouilleux, misérables et tout, et c'est pour ça qu'ils vivaient là-dedans. Donc, bon, pour certains, ils n'avaient pas le choix. Il faut aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a une crise du logement à Paris et dans la région parisienne depuis le 19e siècle qui fait que tout est bon à prendre, hein. Il y a des ventes en fait ou pas de ces terrains en fait dans la mesure où il y a interdiction théorique de les construire, est-ce qu'il y a des transferts de propriété avant qu'on arrive à l'opération? Oui, voilà. Est-ce que dans l'intervalle, est-ce que des propriétaires de ces terrains sont propriétaires de longue date, ou est-ce qu'il y a des transferts de propriété alors même que c'est interdit de construire? Alors, dans certains dossiers d'expropriation, quand je me plonge sur une opération plus précisément, parfois il y a les actes notariés qui attestent effectivement de vente. D'autres, donc je ne peux pas donner la proportion, mais il y a des ventes. Et effectivement, on se dit, mais pourquoi ils achètent? Parce qu'il faut quand même... Alors, moi, ce que je me dis, c'est qu'ils achètent aussi parce que finalement, ils n'ont pas totalement tort. Je veux dire, on est quand même dans Paris, quoi. Et sous Vichy, l'opération a été aussi lancée parce que Vichy a modifié la législation en espérant que les commissions arbitrales qui fixent ensuite... Parce que l'architecte, voyez, il y va, il dit voilà, ça vaut tant. Et après, il y a des commissions qui se réunissent dans lesquelles les propriétaires sont représentés. Et un représentant de propriétaire, il défend tous les propriétaires, y compris ceux de la zone. Et donc, le montant des indemnités qui finalement étaient allouées a été énorme par rapport à ce qu'ils avaient anticipé. D'où l'étalement d'ailleurs du processus jusque dans les années 50-60. Hein, parce que la ville était complètement exsangue à cause de cette opération. Hein. Donc, ceux qui conservent, je pense qu'ils anticipent sur le fait qu'un jour, ça pourra valoir de l'argent et ils vont résister et ils obtiendront des indemnités quand même assez conséquentes. Alors, j'avoue que tout le versant indemnité, en tenant compte de l'inflation, en comparant... Bon, voilà, j'abandonne. Mais si
un étudiant un peu fortiche qui a envie de s'y lancer, il y a tout ce qu'il faut comme tableau avec tous les chiffres qu'il faut. Bon, j'aurai quelques éléments pour faire des comparaisons, mais ça serait un travail massif que de... Alors, il y a une doctorante, enfin, docteur, elle a fait sa thèse avec Jean-Luc Pinol, Anne Granier, elle a travaillé sur la zone, elle a fait tout un travail intéressant de localisation à partir de photos aériennes et des plans que je vous ai montrés d'expropriation, hein, et elle s'est un peu plus intéressée à ces questions d'indemnisation. Donc, je ne sais pas si elle a publié, en tout cas, elle a fait sa thèse sur cette question. Est-ce qu'il y a une autre question ? Dans les photos que vous montrez, on est aussi étonné que les communes aient fait des investissements d'aménagement urbain. Il y a des routes, il y a l'électricité, on voit des poteaux avec des câbles, de l'éclairage, etc. Donc j'imagine il y avait peut-être même de quoi évacuer les eaux usées ou autres. Alors, dans la situation de crise et de tension et de conflit dans lequel l'opération a été menée, le conflit entre Paris et les communes suburbaines est assez fort, et il y a des conseillers généraux et des maires qui se... Alors, il faut que j'aille faire un tour dans... Mais là, depuis 2 ans, on est un peu empêché aux archives de Paris, on arrive à peu près à venir travailler. Mais j'espère, dans certaines communes, trouver des archives qui montrent. Mais je trouve des copies ici dans les dossiers. Il y a des conseils municipaux qui sont vent debout contre le fait qu'on leur arrache une partie de leur territoire. Pour le Pré-Saint-Gervais, je crois que c'est 1/4 du territoire. Alors, ça dépend des communes. Hein. Ou 1/3. Oui, c'est encore... Ouais. Bonjour, je m'appelle Marie-Claire Quin de Stopani. Je suis la directrice des archives et de la valorisation du patrimoine au Pré-Saint-Gervais. J'ai des dossiers qui pourront vous intéresser. Pas des masses non plus, mais voilà, je vais pouvoir reboucher certains trous ou vous apporter des choses. Et en ce moment, je travaille sur 2 projets qui sont en cours avec des classes sur l'histoire de la fortification de la zone et de la construction de la cité-jardin du Pré-Saint-Gervais. Et j'ai fait un PowerPoint qui ne ressemble pas tout à fait au vôtre, mais que je voudrais bien vous montrer. Parce que sur plein d'aspects, en fait, moi, je commence mon travail avec les enfants en leur montrant un tableau de la zone, un grand tableau qui date de 1910 par un peintre qui s'appelle Igounet de Villiers et auquel on a passé commande. C'est un tableau de 2 mètres par 1 mètre quelque chose et qui représente les collines verdoyantes de la zone, avec une barrière d'usine. Je leur fais compter les cheminées d'usine. Je leur raconte la pollution en 1910 et la pollution maintenant, qui est pas exactement la même, mais elle est présente exactement pareil. Et dans ce grand tableau, j'ai isolé des petites vignettes avec c'est pas la plage, mais on se balade le dimanche. Et effectivement, il y avait bien des puces au lilas, puisque j'ai fait des portraits d'habitants. J'ai travaillé sur un livre sur le Pré-Saint-Gervais. J'ai fait des portraits avec des personnes qui avaient vécu dans le Pré, qui disaient la balade du dimanche, c'était se promener dans la zone. Donc, si elle avait été aussi dangereuse et un coupe-gorge comme la littérature le fait bien vivre aussi, non, c'était pas si dangereux. On y allait avec sa maman et on allait aux puces. Voilà. Alors, donc, bienvenue. Oui, à très bientôt. Les archives du Pré sont à 300 mètres d'ici. Surtout que le Pré-Saint-Gervais, c'est un des zooms que je compte faire, puisque vous l'avez compris, j'ai montré quand même la grande diversité. Et je vous montrerai, je vous enverrai peut-être même avant de venir. J'ai une lettre qu'il m'arrive de citer de Gaston Leclerc, qui est zonier donc du Pré-Saint-Gervais, et qui écrit, à la fin, il dit « Mais ici, c'est pas comme ailleurs dans la zone. Nous, on a des égouts, de l'éclairage, de l'eau. » Et donc, même à l'intérieur de la communauté des zoniers, il y avait des différenciation sociale et ils revendiquaient de ne pas tous être mis sous le terme de zonier avec un côté péjoratif. Les égouts, ça vient
du fait, du fait que le premier maire socialiste du Pré, élu en 1904, qui s'appelait Jean-Baptiste Sémanaz, était égoutier à la ville de Paris. Et son grand projet, c'était l'éradication du taudis et le développement de l'hygiène. Donc, effectivement, sûrement le Pré Saint-Gervais était très précurseur, mais en 1904, c'est un égoutier de Paris qui est le maire, et donc ça peut. Donc, effectivement, les communes vont résister. Alors, avec les décrets d'annexion, elles ont droit à une indemnisation pour les investissements qu'elles ont faits. Alors, ça, c'est ce que dit le décret. Après, ce qui s'est passé dans les faits. J'ai aussi, il faut aussi se rendre compte de cela. À partir, on va dire, de 1930, la zone a été annexée à Paris. Donc, les zoniers de toutes les communes sont parisiens. Et j'ai une pétition des zoniers entre la porte des Poissonniers et la porte de Clignancourt, elle doit dater de 32 ou 33, qui disent alors, quand est-ce que la ville de Paris va se décider à entretenir nos rues? Parce qu'à partir du moment où c'est rentré dans la ville de Paris, normalement, ça doit être balayé, nettoyé, entretenu. Or, ça ne l'est pas du tout. Et alors, vous avez ces zoniers qui disent nos enfants vont à l'école et ils marchent donc dans ce qu'on peut imaginer comme étant la zone. Mais en fait, eux, ils revendiquent un entretien. Mais pourquoi l'entretien ne se fait pas? C'est qu'en fait, à terme, on sait qu'on veut tout détruire. Donc, vous voyez, les gens vont vivre dans cet entre-deux, entre le fait que ça rentre dans la capitale, mais qu'en même temps, la capitale ne va pas non plus investir. Bon, après un coup de balai, c'était quand même envisageable. Mais il y a des pétitions et ils revendiquent, ils disent nous, on aimerait bien vivre avec un espace public digne de ce nom et digne de la capitale, puisque maintenant, on a toujours, ça avait été pareil en 1860, Nathalie Montel a fait un livre sur l'enquête publique. On imagine toujours que les gens qui habitent en périphérie de Paris, ils vont être très contents et très fiers de rentrer dans Paris. Ben ça, c'est un préjugé, on va dire, parisien, ou c'est aussi parce que la capitale. Mais non, en fait, je veux dire, on n'y gagne pas forcément. Et en l'occurrence, là, les zoniers, non, ils n'ont pas été gagnants. Donc, sur la zone je crois que c'est sur la zone des Lilas du Pré Saint-Gervais, il y avait aussi une école. Voilà, qui était un enjeu assez fort. Ouais. En 1910, la ville du Pré Saint-Gervais construit une école très moderne, rue des Cheminées. Voilà. La rue des Cheminées, aujourd'hui, elle est sur Paris. Et donc, comme la ville de Paris annexe dans le tiers... dans le tiers qu'ils nous ont pris, il y a cette école, mais du coup, où est-ce que puisque l'école devient parisienne, où est-ce qu'on va scolariser les enfants du Pré? Et donc, là, dans les conseils municipaux, c'est très bien, parce que les conseils municipaux, à ce moment-là, on comprend qui prend la parole, qui est pour, qui est contre, qui s'insurge, qui se met en colère. Ils se mettent beaucoup en colère. Et donc, il y a une discussion avec la ville de Paris, et la ville de Paris rachète l'école des Cheminées. Et pas que avec cette somme, mais cette somme va permettre à la ville de reconstruire une autre école qui s'appelle l'école Jean Jaurès, et qui est l'école de la Cité Jardin, qui va être... l'école, elle va commencer en 34, je crois. Et donc, c'est la grande école de la cité des Briques Rouges du Pré Saint-Gervais. Voilà. Oui, parce qu'il y avait des équipements, et des écoles, il y avait aussi des cimetières, il y avait... Bon, donc tout ça, ça va être l'objet de négociations. Mais, alors, j'ai pas vu encore beaucoup d'archives municipales. Par contre, dans les délibérations du Conseil général, là, on voit des conseillers généraux dont dépendent certaines communes qui montent au créneau contre l'administration, c'est-à-dire le préfet de la Seine, pour lui demander, alors on en est où? Puisque dans les années 20-30, tout ça est enlisé, il n'y a pas assez d'argent, il y a eu alors la crise de 29, donc voilà, il y a toutes sortes de freins. Et c'est vrai qu'avec Vichy, on va basculer dans quelque chose de radical et d'extrêmement rapide et violent. Non, je vais être brève, mais c'est pas une question. Mais il y a une autre zone qui, elle, est devenue littéraire et artistique, c'est l'ancien maquis de l'avenue Junot dans Paris. Hein, alors, j'ai un étudiant qui travaille là-dessus. Si vous avez des éléments, il est preneur. Non, j'en ai pas. Mais normalement, mais quand on voit les photos, ça ressemble. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'archives sur le maquis qui a été remplacé par l'avenue Junot. Mais normalement, il essaye d'éclairer ça. Mais il ne reste pas grand-chose. Ouais. Mais oui, il y avait effectivement une similitude dans le paysage urbain. Dans le paysage urbain, ouais. Et puis, il y a aussi une autre irrégularité. Enfin,
statut bizarre, c'est que le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, etc., sont aussi gérés au niveau des parcs par Paris. Enfin, Oui, c'est ça appartient aussi à Paris. un truc encore un peu... Mais d'ailleurs, une dernière remarque, tout à l'heure, dans la loi de 1919, on prévoit, donc c'est sur la fortification qu'on a construit les HBM. Et donc on a un tableau, on va dire, de distribution des terrains de la fortification aux sociétés d'HBM, SAGI, RIVP, au PHLM, enfin il y en a plusieurs. On part du 12e arrondissement, on va jusqu'au 20e. Dans la plupart des arrondissements, les HBM sont majoritaires. Le tableau du 16e arrondissement, c'est terrain à vendre, terrain vendu. Et donc, voilà, le fait qu'il y ait un déséquilibre dans la répartition des logements sociaux, au moment de la désaffectation de la fortification, ça a été largement accentué dans la mesure où on a vendu à des opérateurs privés. Il y a un petit peu de logement social, mais la majorité, c'est des terrains à vendre et ce n'est pas du tout attribué à des opérateurs de logements sociaux. Voilà. Un grand merci. Merci. Et à bientôt.